Bonjour et bienvenue dans Parlement Hebdo, l'émission qui revient sur les temps forts de l'actualité à l'Assemblée et au Sénat. Et aujourd'hui, notre invité pour revenir sur toute cette semaine est le député Alexis Corbière. Bonjour. Et c'est Brigitte qui va vous présenter. Bonjour Alexis Corbière, vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis depuis 2017. Vous avez été 13 ans adjoint à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Alors votre parcours est ancré à gauche, plutôt à la gauche de la gauche. Trotskiste, tendance lambertiste, membre de la Ligue communiste révolutionnaire. Vous faites le choix du PS, ensuite jusqu'en 2008, puis le parti de gauche et enfin LFI. Vous êtes un proche de Jean-Luc Mélenchon, dont vous devenez le porte-parole pour la présidentielle de 2017. Alors, est-ce que vous êtes prêt à rempiler en 2022 puisqu'il est à nouveau candidat? Le soutenir, évidemment. Et c'est une belle campagne qui commence bien d'ailleurs pour Jean-Luc Mélenchon. La chance qu'on a dans cette campagne, moi qui suis, comme vous dites, un vieux compagnon de Jean-Luc Mélenchon, ça va faire 25 ans que je suis à ses côtés, c'est que l'on a dans cette campagne nombre de visages qui incarnent la France insoumise. Je pense, il y a eu Adrien Quatennens, il y a eu Mathilde Panot, il y a eu... je ne vais pas tous les citer, etc. Ça ne serait pas forcément vous pour le porte-parole, là. Mais on aura un porte-parole là multiple. Ce que je veux dire, c'est que la dernière fois, en 2017, j'étais le porte-parole. Il est évident que cette fois-ci, tous ces visages... Une fois, j'avais fait le calcul, on a 19 personnalités insoumises qui vont régulièrement dans les médias. Donc il faut passer un peu la main, place aux jeunes? Oui, il y en aura plusieurs. Oui, puis par ailleurs, place aux jeunes, ça c'est une évidence. Je sais que j'en ai pas l'air, mais j'ai 52 ans. Non, mais plus sérieusement, il y a des jeunes gens de 28, 29 ans, 30 ans, plein de talent. Mais moi, attendez, je vais être au premier rang de cette bagarre, parmi les porte-paroles. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de très positif, c'est que la parole, elle sera multiple. Et puis, autant Jean-Luc reste une constante et notre programme, autant c'est bien de montrer qu'il y ait tous ces visages-là. Et puis surtout, ce que je souhaite dans cette campagne, c'est qu'il y ait des forces nouvelles qui viennent s'agréger. Vous allez être surpris, sans doute, dans les mois qui viennent. On a souvent fait un parallèle entre VGE, qui vient de partir, et Emmanuel Macron. Et après VGE, ça a été la gauche, justement, mais une gauche unie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire cette unité autour de Jean-Luc Mélenchon? On a l'impression que vous êtes parti un peu en faisant cavalier seul. Au contraire, non, mais il faut commencer pour agréger. D'abord, c'est pas une coquetterie. Je veux dire, l'unité se fera sur le programme et les idées. Quand même, pour l'instant. Non, mais l'unité ne peut se faire. On peut ne rassembler que sur un programme et des idées. Jean-Luc Mélenchon est parti tôt parce qu'il continue à incarner un programme qu'il a déjà présenté en 2017 et disons-le clairement qu'il avait déjà présenté aussi un peu en 2012. Il faut aujourd'hui plus de démocratie avec une 6e République. Il faut une transition écologique. Il faut une politique sociale. Enfin, vous connaissez les thèmes. Donc, il n'y a rien de surprenant. Et y compris après avoir réfléchi, on s'est dit que ce classicisme, cette cohérence était bienvenue dans une période de trouble. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un programme en commun comme en 1980 ? Mais pourquoi pas? C'est la raison pour laquelle nous avons dit que notre programme, nous étions prêts à en discuter. On est prêt à discuter de tout avec ceux qui le veulent, ce que nous sommes en train de faire. Avec qui? Avec les communistes, avec pourquoi pas le mouvement Génération, avec des socialistes. On va d'ailleurs même s'adresser à eux. Enfin, les socialistes qui ne nous jettent pas des cailloux comme certains l'ont fait dernièrement. Vous savez, les mêmes qui nous parlent unité sont souvent ceux qui sont le moins favorables à l'unité. Les unitaires d'ailleurs sont assez divisés. Donc c'est l'unité, mais derrière Jean-Luc Mélenchon et son programme? Non, pas nécessairement. Enfin, je veux dire, moi je pense qu'il est le mieux à porter le programme. Mais nombre de gens que je vois aujourd'hui être des candidats, un peu apparaître, notamment avec l'aide de certains journaux, je pense notamment à Madame Hidalgo. Le problème d'Anne Hidalgo, je ne vais pas la critiquer à titre personnel, mais quel est le programme? Être candidat ou candidate, pourquoi pas, mais pour faire quoi? Et ce qu'il y a de singulier, c'est que des gens sont prêts à faire le pas pour être candidat, mais ils n'ont pas de programme. Je dis aux Français, méfiez-vous des gens qui veulent bien être candidats, mais qui n'ont pas de programme très clair. Mélenchon, il a un programme et il est candidat. On va s'intéresser à l'actualité de la semaine. Oui, voici les titres de cette émission. Le projet de loi confortant les principes de la République présenté cette semaine en Conseil des ministres, il vise à combattre l'islam radical. Le rapport accablant du Sénat sur la gestion de la Covid-19. Les sénateurs critiquent l'impréparation du gouvernement et pointent la responsabilité du directeur général de la Santé dans le fiasco des masques. La réforme de l'ordonnance de 45 au menu de l'Assemblée. Le texte prévoit d'accélérer les audiences et les jugements pour les mineurs délinquants. Et on commence cette émission avec la présentation du projet de loi séparatisme. Adopté cette semaine en Conseil des ministres, le projet de loi confortant les principes de la République sera débattu à l'Assemblée à partir du mois de janvier. Il vise à lutter contre l'islam radical en encadrant notamment la formation et l'organisation du culte musulman en France. Le détail avec Elsa Mondagava. Liberté, égalité, fraternité, mais aussi éducation et laïcité. Voici les fondements intangibles de notre République d'après le projet de loi.
Depuis plusieurs années, ces principes font l'objet d'attaques répétées insidieuses, de plus en plus nombreuses, qui affaiblissent notre capacité à vivre sereinement les uns avec les autres, comme l'a indiqué le président de la République lors de son discours prononcé au Mureau le 2 octobre dernier. Il est important de nommer les choses. Le travail de sape que je viens de décrire est bien souvent le fait d'une idéologie pernicieuse portant le nom d'islamisme radical. 51 articles donc, dont 2 directement inspirés par l'assassinat du professeur Samuel Paty. L'article 18, il crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui. Ce délit punira le fait de révéler, de diffuser, de transmettre des informations relatives à la vie privée, familiale, professionnelle d'une personne, permettant de l'identifier, de la localiser, dans le but, et c'est extrêmement important, de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique. L'article 4 condamne, lui, les menaces, violences ou actes d'intimidation contre les agents du service public. Autre axe du projet de loi, l'encadrement des associations. Elles devront signer un contrat d'engagement républicain pour obtenir une subvention. En cas de manquement, elles devront la rembourser. En plus des motifs déjà en vigueur, une association pourra être dissoute si elle provoque des agissements violents. Concernant l'instruction à domicile, on passe d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation préalable, dans certains cas bien précis. Alexis Corbière, sur le principe, est-ce que selon vous, la lutte contre l'islam radical doit être la priorité de l'exécutif ? Elle doit être menée, mais disons-le clairement, c'est à la police et au renseignement de le faire. On mélange tout, c'est pas la laïcité qui lutte contre le terrorisme. Donc c'est un texte qui ne sert à rien ? Alors ce texte, il sert à participer, me semble-t-il, aussi à une ambiance médiatique entretenue par le gouvernement pour faire croire d'abord qu'ils agissent. Donc je dis aux Français, premièrement, ne croyez pas un mot sur le fait que ce texte va aider mieux à lutter contre les attentats terroristes. Vous avez peut-être lu d'ailleurs, et l'avocate de la famille Paty s'en est émue, il y a eu un rapport de l'Éducation nationale qui a été rendu, que l'avocate de la famille de Samuel Paty considère comme accablant. C'est eux les responsables. Je trouve qu'il manque un peu de pudeur, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'actuellement, le système Pharos, qui peut déjà repérer sur Internet les appels à la haine, qui sont d'ores et déjà interdits, parce que là, ils enfoncent des portes ouvertes, c'est d'ores et déjà interdit. Il n'y avait que 28 personnes pour surveiller ça. Ils ont alerté. La proviseure a alerté, alerte niveau 3, en disant que le professeur était en danger, à tel point qu'elle lui a demandé de venir avec sa voiture et de ne plus venir à pied. Elle a demandé une protection qui n'a pas été obtenue. Les renseignements ont considéré que la venue de M. Sefraoui, la rentrée dans l'établissement, était particulièrement dangereux. Donc défaillance de notre système de renseignement ? Donc il faut renforcer Pharos. Le ministre Darmanin va mettre 100 personnes de plus, tant mieux. Nous ne cessons de le demander. Nous ne cessons de dire qu'il faut renforcer le renseignement, qu'il faut 10 000 policiers en plus, qu'il faut des policiers... Donc un texte inutile, en tout cas pour les... Non mais alors, il y a beaucoup d'agitation là-dessus. Ça a été renforcé, modifié justement après l'assassinat de Samuel Paty avec l'article 18. Non mais l'article 18, mais pardon, mais c'est d'ores et déjà interdit. De mise en danger d'autrui par mais d'ores et déjà c'est interdit. J'espère que les Français savent que d'ores et déjà, si je vous insulte sur Internet et que j'appelle à la haine contre vous, d'ores et déjà, je suis sanctionné. Là, à condition... divulgation d'informations sur la vie privée, mise en danger d'autrui. Mais c'est le cas à l'heure actuelle. Si quelqu'un dit Corbière, il avait à telle adresse, il faut aller casser la figure, je suis en droit de saisir la justice. Sauf qu'il faut des gens qui repèrent ça. Actuellement, le système est sous-équipé, le système Pharos qui existe. Le problème, et c'est le cas de tout ce texte, c'est qu'il y a des portes ouvertes enfoncées sur des sujets qui sont d'ores et déjà interdits. Et quand moi j'ai fait 22 auditions parce que j'ai travaillé ce texte. Les gens de terrain vous disent que le problème c'est interdit, mais il n'y a pas parfois les fonctionnaires pour vraiment aider à accompagner. Enfin, sur le statut des associations pour plus de transparence, alors statut des associations, la neutralité des services publics sur les écoles. La neutralité des services publics, la neutralité des agents de services publics, c'est d'ores et déjà exigé. D'accord, il y a des jurisprudences qui montent. Donc Pipo là aussi, il n'y a rien de nouveau, strictement rien de nouveau. Pour les entreprises délégataires aussi de services publics, il y a déjà des jurisprudences. Non, mais franchement, je vous assure, il n'y a rien de nouveau, c'est interdit. Ça ne va pas permettre de mieux contrôler quand même l'organisation du culte musulman chez vous, par exemple. Attendez, il y a eu des problèmes chez vous en Seine-Saint-Denis. 3 mosquées fermées, à Stein, à Clichy-sous-Bois, la mosquée de Pantin fermée pour 6 mois. Est-ce que ce texte-là peut réguler l'organisation du culte musulman et vaincre l'islamisme ?
attendez, l'organisation, le culte musulman, c'est pas l'islamisme, c'est des sujets complètement différents, d'accord? Ceux qui font des actes terroristes. Non, je t'assure que quand vous discutez avec des spécialistes du terrorisme et ceux qui ont suivi, ceux qui ont fait des attentats, ce ne sont pas des gens qui fréquentent des mosquées en vérité. C'est bien souvent même des gens qui ne s'y reconnaissent pas dans les mosquées et tels que l'islam se pratique et qui veulent autre chose, d'accord? Donc ne mélangeons pas tout. C'était pas le cas de la personne qui a assassiné Samuel Paty. Il ne fréquentait pas une mosquée, ce jeune Tchétchène. Franchement, il fréquentait pas. C'est pas un fidèle normal. Vous voyez ce que je veux dire? C'était quelqu'un. Non, mais ne mélangeons pas tout. Sauf que la mosquée de Pantin a quand même relayé. Alors sur la mosquée Facebook, de Pantin, il y a eu quelqu'un. Du père de l'enfant. Il y a quand même des liens qui sont établis. Non mais attendez. Il y a une dimension d'emballement sur les réseaux sociaux. Sur la mosquée de Pantin, ce que vous évoquez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si le système Pharos, qui d'ores et déjà existe, avait les moyens de fonctionner, alors on aurait pu repérer les choses. Y compris le jeune Tchétchène, il y a eu ça a été plusieurs fois signifié qu'il était violent. Le problème, je répète, c'est qu'il y a des dispositifs qui existent. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a des dispositifs qui existent. Donnons-leur les moyens d'être efficaces. Ne faisons pas croire aux Français qu'il faut chaque fois réinventer l'eau chaude. Je prends par exemple, parmi les thèmes, il faut mettre fin au mariage forcé. Mais c'est d'ores et déjà interdit, les mariages forcés. D'accord? Enfin, au certificat de virginité. Il faut mettre fin au certificat de virginité. Mais on peut avoir une étude d'impact de qu'est-ce que ça représente? Parce que bien sûr que c'est, de mon point de vue, une monstruosité. Mais quand vous discutez avec les praticiens, il n'y a quasiment pas de demande. Vraiment. Moi, j'ai discuté avec Planning Familial qui me dit que dans le Nord, sur plus de 4 à 5 000 femmes vues, ils ont eu que 2 ou 3 demandes et qui ne sont pas en plus majoritairement des gens de confession musulmane. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'autres confessions qui demandent, qui sont amenées parfois à certaines femmes à le demander. Bref, et bien souvent, non mais c'est important ce que je veux vous dire, c'est que on a là une ambiance qui est créée comme sur la polygamie. On va vous dire qu'il faut légiférer sur la polygamie. J'informe Madame Schiappa que c'est d'ores et déjà interdit la polygamie. Donc, voyez, on crée des choses. Votre formation est accusée d'islamo-gauchisme. Oui, parce que certains d'entre vous ont participé à la marche contre l'islamophobie, parce qu'il y a des indigénistes qui peuvent être dans vos rangs. N'importe quoi. Non mais je vous dis, tout ça c'est n'importe quoi, d'accord? Est-ce que vous n'avez pas Non mais par exemple, est-ce que vous savez que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous savez que le ministre de l'Intérieur à Tourcoing, quand il était député, a fait un meeting avec le CCIF qui a été dissous depuis. D'accord. Est-ce que Darmanin est un islamo-gauchiste? D'accord, moi j'ai jamais fait de meeting avec le CCIF. D'accord, lui il en a fait. Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur socialiste, a reçu le CCIF. Justement, il y en donc, a. Alors ce que je veux dire, c'est que vous avez. Attendez, laissez-moi terminer. Vous avez. Juste, je m'explique. Vous avez actuellement quelque chose de malsain de la part du gouvernement qui vise la France insoumise en disant une chose, une attaque allusive, islamo-gauchiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. D'ailleurs, il ne cherche pas à s'en expliquer. Vis-à-vis de quoi? Complaisance avec l'islamisme. Moi, je suis complaisant avec l'islamisme. Vous reconnaissez pas qu'il y a eu. D'accord. Non mais vous imaginez l'ampleur de ce que vous êtes en train de dire, de ce que eux ils me disent. Je serais moi complaisant avec l'islamisme. Eux qui par ailleurs, ce gouvernement français actuellement, qui vend des armes à des régimes islamistes, à des monarchies qui fouettent ses opposants. Ce sont eux les islamo-gauchistes, du moins, c'est ce que vous dites. Moi ce que je dis, c'est qu'ils veulent savoir d'un point de vue géopolitique qui c'est qui participe à renforcer des régimes qui d'ailleurs cherchent à développer un soft power d'influence, l'Arabie Saoudite, le Qatar, en France, face auquel ils ne voient rien à redire. Mais je reviens à mon sujet, j'aimerais terminer sur le fait que, premièrement, je pense, et on va avoir le débat, et ça va être passionnant, j'en suis sûr, dans une commission spéciale qui aura lieu, et j'y participerai pour le groupe France Insoumise sur ce texte. Et contrairement aux apparences, j'affirme que ce texte n'est pas un texte de renforcement de la laïcité, mais même d'affaiblissement de la laïcité. Par exemple, il y a dans ce texte, et je m'expliquerai lors du débat, quelque chose qui va permettre aux églises, avec un E majuscule et un S à la fin, de bénéficier de biens de rapport. Ce qui était interdit par la 1905, c'est-à-dire des bâtiments qui, jusque-là, lorsqu'une église héritait d'un bâtiment, elle devait le revendre. Elle ne pouvait pas bénéficier chaque année de ce que lui rapporte ce bâtiment. Eh bien, désormais, ce sera possible. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que les églises aient plus d'argent par des activités commerciales. Ça va à l'encontre de la loi de 1905 ? Oui, parce que la loi de 1905 disait que c'est les fidèles qui financent le culte. C'est important, cette affaire, parce que ça permettait, en 1905, il y avait eu un débat, ce qu'il n'y ait pas, vous savez, une attitude de la part de certaines églises qui, sur le lit de mort, vont voir les fidèles et essaient d'obtenir d'eux qu'ils fassent héritage à l'église. Donc, je trouve qu'il y a un paradoxe à ceux qui veulent renforcer la laïcité, en vérité, vont donner plus d'argent aux églises. Et autre argument, parce que c'est le président de la Fédération protestante de France qui le dit, c'est que ce texte s'immisce dans la manière dont s'organisent les cultes, alors que ça n'est pas l'esprit de 1905 qui est une conception libérale des religions qui s'organisent comme elles veulent. C'est la position en tout cas que vous défendrez dans le mais débat. ce que je veux dire, c'est que c'est un texte anti-laïque et qui a une vision concordataire du rapport aux religions et qui crée une suspicion sur des faux thèmes vis-à-vis de l'islam.
l'islam. L'islamisme, comme vous dites, ou le djihadisme, se combat par des mesures de police et des mesures de renseignement, et pas par ce barnum politique. Et vous avez dit l'argument, pardon d'être long, mais parce qu'ils veulent faire une présidentielle là-dessus, qui vise à dire les insoumis, soit en fait les amis du crime, soit en fait les amis des terroristes, etc. Et c'est infamant, c'est honteux, alors que c'est eux qui sont responsables des problèmes que nous avons. Et allez, je reviens sur la perspective. Regardez, non mais vous voyez, je ne me laisserai pas faire sur ce sujet-là. Dans l'hémicycle. On poursuit cette émission maintenant avec le rapport explosif du Sénat sur la commission d'enquête Covid. La commission d'enquête sénatoriale sur la Covid a remis cette semaine un rapport accablant pour le gouvernement. Elle dénonce l'impréparation de l'État. Elle vise plus particulièrement Jérôme Salomon sur sa gestion des stocks de masques. Sandra Cerquera. C'est un rapport qui met directement en cause Jérôme Salomon. La commission d'enquête du Sénat sur la gestion du Covid accuse le directeur général de la Santé d'être responsable du manque de masques sans avoir averti Agnès Buzyn. Bien qu'alerté en 2018 par Santé publique France que 600 millions de masques sont déclarés non conformes, Jérôme Salomon décide de ne commander que 50 millions de masques. Les sénateurs reprochent au gouvernement d'avoir sciemment dissimulé ce fiasco. Il avait en effet une parfaite connaissance de la situation dramatique et de sa responsabilité en la matière. Par exemple, dès le 13 mars, la Direction générale de la Santé a reçu donc avant le confinement une note qui indiquait noir sur blanc que la France était confrontée à une pénurie d'équipements de protection individuelle. La commission d'enquête dévoile aussi un échange de mails entre Jérôme Salomon et l'agence Santé publique France, attestant de pression directe sur l'agence pour empêcher que ne soit rendu public un rapport d'expertise. Un rapport recommandant de se doter d'1 milliard de masques et venant contredire la décision du directeur général de la Santé de ne pas reconstituer ce fameux stock. Jérôme Salomon demande la modification de ce rapport. Pourquoi ? Parce que ce rapport disait très clairement dans sa première version il faut un stock d'1 milliard de masques. Jérôme Salomon est intervenu pour le faire modifier et donc a posteriori pour légitimer sa décision. Et ça, c'est un acte qui est grave. Une pénurie de masques qui restera, selon les sénateurs, le triste symbole de l'état d'impréparation du pays face à la crise sanitaire. Il déplore que ce manque d'anticipation ait conduit à passer des commandes massives et coûteuses sur un marché sous tension. Qu'est-ce que vous inspire, Alexis Corbière, les conclusions de ce rapport qui est vraiment accablant pour l'État, notamment sur la question de la gestion des masques et puis aussi qui vise directement le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon ? Donc, déjà, je l'ai lu, je tiens à féliciter les sénateurs, c'est bien parce qu'ils font des rapports qu'à l'Assemblée on ne peut pas faire et des enquêtes nécessaires, on l'a vu sur d'autres sujets, malgré tous les désaccords que je peux avoir avec la majorité du Sénat, mais franchement, heureusement qu'ils sont là, c'est accablant. C'était droite et gauche, hein. Non, mais j'entends bien, mais bon, c'est accablant. Si c'est vrai ce qu'il y a dedans, et j'ai pas de raison de considérer quand même que les sénateurs sont des gens sérieux, mais c'est accablant. Je pense qu'il faut qu'ils démissionnent, évidemment, je pense de M. Salomon, sa responsabilité est engagée, il y a quand même quelque chose là qui est grave, il y a aussi une responsabilité politique, on a vu que Mme Buzyn, ancienne ministre de la Santé, c'est tout le gouvernement ou c'est uniquement Jérôme Salomon qui est un peu le coupable idéal dans cette... C'est aussi le ministre qui avait au-dessus. Enfin, je veux dire, Mme Buzyn est partie faire campagne aux élections municipales. Le rapport d'ailleurs le dit, que c'était quand même particulièrement malvenu. Mais il n'aurait pas alerté Agnès Buzyn sur le nombre de masques. Il aurait pris la décision n'aurait pas été commandé de réduire le stock de masques. Jérôme Salomon en 2018. Donc vous demandez sa démission. Je veux dire, sa responsabilité, sa démission me semble, si tout ça est établi, et en plus ce que vous avez dit, il aurait, y compris caviardé, si je puis dire, ou demandé qu'un rapport soit corrigé. Enfin, c'est quand même grave pour évidemment justifier. Un rapport d'experts, effectivement. Moi, j'ai fait le calcul, on est passé donc de 700 millions de masques à 700 000. Tout ça a coûté fort cher, d'ailleurs, c'est ce que dit, je cite le rapport sénatorial. Quelque chose, finalement, ça nous aura coûté 450 millions, quelque chose qui aurait pu coûter 27 millions si on avait acheté les masques au bon moment. Enfin, gaspillage d'argent public, notre santé collective mis en place. Enfin, on arrive à la désorganisation qui est la conséquence aussi de là ce qu'on subit. On ne va pas le commenter parce qu'on n'a plus le temps, mais ce qu'a annoncé hier soir M. Castex, c'est-à-dire... On va en parler, mais c'est un problème de bureaucratie, de technocratie. Non, mais là, je veux dire, cette gabegie qui est due souvent à des politiques d'ailleurs de réduction de dépenses. Oui, contraction budgétaire. Et puis il y avait aussi l'idée de ne pas reproduire ce qui avait été considéré à l'époque comme l'erreur politique de Roselyne Bachelot. Ça, qui avait d'ailleurs été critiqué de toutes parts, par tout le monde. À l'époque, elle avait commandé trop de doses de vaccins. Mais la responsabilité de Mme Touraine aussi, de Marisol Touraine est engagée. Je veux dire, cette conception qui vise à faire des économies parce qu'il y a une cohérence malgré tout des formistes qui se sont succédés, qui a un impact sur notre hôpital, réduction budgétaire. Donc pas d'économie
sur la santé, c'est ce que vous dites? Me semble, je veux dire, on est en train de le vivre. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, malgré tout, la stratégie de confinement d'un point de vue médical est la conséquence de la difficulté d'absorption que nous avons dans notre hôpital public. J'espère que tout le monde a compris que les politiques de réduction du service public, ça a des conséquences dans nos quartiers. On l'a vu sur le thème précédent, je ne reviens pas, mais quand l'école publique est affaiblie, eh bien, il y a parfois des courants spirituels, partisans radicaux qui se développent. Ça a des conséquences dans notre santé, parce que quand nous sommes face à un virus, et nous devrons faire face à d'autres virus, eh bien, l'hôpital public, notre système de santé est affaibli. C'est ça que vous auriez fait à la place du gouvernement, mettre plus de moyens avant, en fait, les années précédentes, dans la santé. C'est le programme que nous portons, réinvestir là-dedans, faire de tout ça une priorité, évidemment. Vous savez... Olivier Véran, vous direz quand on dit renforcer les principes républicains, ce qui est la matérialisation concrète d'un principe républicain s'appelle le service public. Hôpital, école, police, et tout ça a été affaibli. Et tout cet affaiblissement, parce qu'il était de bon ton finalement de dire allez, il y a trop d'État, ça coûte trop cher, nous coûte fort cher à l'heure actuelle. Ça nous coûte fort cher, si je puis dire. Et vous savez, ceux qui considéraient que notre programme coûtait cher, on voit aujourd'hui les conséquences que ça, le libéralisme économique fou qui vise à affaiblir la puissance publique a des conséquences terribles. Et nous sommes en train de les vivre. Ni vous ni moi, on aurait cru ça possible. On ferme des magasins. Là, vous allez avoir une fronde de commerçants qui va venir, j'en suis persuadé, au mois de janvier. Moi, je les vois. Les gens... Les restaurateurs également. Les restaurateurs, commerçants, ils n'en peuvent plus, ils vont fermer. Et eux, c'est des gens qui n'ont pas de tradition, en plus souvent de combat collectif, etc. Et qui sont dans une colère. Donc il y a une sorte de poujadisme qui va... Moi, j'appelle pas ça le poujadisme, mais parce que le poujadisme, il y avait un côté réactionnaire sur certains sujets, mais une révolte légitime d'un certain point de vue de gens qui sont... et ça... On sent que vous ne retenez plus vos coups contre le gouvernement. Est-ce que ça ne risque pas aussi un peu, dans ce contexte de crise sanitaire, d'augmenter la défiance des Français, alors qu'on est dans un moment où la confiance aussi, elle est nécessaire pour la stratégie vaccinale, pour aussi quand même créer une forme d'unité dans ce moment de crise qu'on n'a jamais vécu, vous l'avez dit. Pour ce qui est de la France insoumise, on n'a jamais joué, je veux dire, aux imbéciles, dans le sens où évidemment qu'il faut faire attention. Là, on n'a pas mis le masque tous les trois, mais sitôt qu'on sort du suivi, on le met, on fait attention. Il y a toute une série de règles. Il y a tout un protocole sanitaire. Non, mais évidemment, que personne ne croit que... Et j'invite les Français à le faire, à être rigoureux, même si, je veux dire, de ce point de vue-là, mais on peut quand même s'interroger, tout en respectant tout ça, de comment on a été arrivé là et comment on ne reproduit pas les choses. Et je ne vais pas développer ce que je viens de dire. Il me semble quand même que c'est trop facile de dire c'est la faute à pas de chance. Il y a des politiques économiques, libérales qui ont été menées et qui ont pour conséquence de nous mettre particulièrement en difficulté aujourd'hui. Et le rapport sénatorial nous montre que le premier confinement a été fort mal géré et qu'il y a des conséquences sur la deuxième vague qui nous arrive et la troisième peut-être. Allez, on termine avec la réforme de la justice des mineurs à l'Assemblée. Le gouvernement révise l'ordonnance fondatrice de 45 sur l'enfance délinquante. Objectif principal, réduire les délais de la justice pour les mineurs avec une audience de culpabilité maximum 3 mois après les faits. On écoute le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. 45% des affaires sont jugées après que le mineur a atteint ses 18 ans. C'est pourquoi nous supprimons la phase de mise en examen, qui, je le rappelle, n'est aujourd'hui encadrée par aucun délai. La nouvelle procédure dite de césure permet une intervention judiciaire plus proche du passage à l'acte, dans un délai compris entre 10 jours et 3 mois, avec l'audience de culpabilité. Cette première audience est cruciale, car elle permet de faire respecter le droit fondamental d'un mineur à voir statuer sur sa culpabilité dans un délai raisonnable, alors qu'aujourd'hui, ce délai est de 18 mois en moyenne. Alexis Corbière, est-ce que vous approuvez le principe de la césure qui est compris dans ce texte, qui permet donc l'accélération des délais, au moins cette audience de culpabilité, pour que les jeunes aient un jugement plus tôt qu'aujourd'hui ? 3 mois maximum ou les 18 mois. Surtout ce que moi, c'est toujours mieux que les gens soient jugés le plus rapidement possible, mais l'esprit de cette loi, c'est de revenir sur l'ordonnance de 45, tel que vous l'avez dit, de ne plus considérer le mineur comme quelqu'un en formation,
mais de considérer qu'il peut être sanctionné. Ils sont déjà C'est un aménagement. Ça date de 45. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il fallait quand même une réforme d'ampleur de cette réforme. Oui, mais il y a déjà eu 39 amendements sur cette ordonnance de 45. Oui, mais là, on va toujours vers l'idée que finalement, cette spécificité du jeune est remise en cause. Ce que je veux dire, c'est que les politiques de prévention de la part du ministère de la Justice et les budgets sont à la baisse, et les politiques de répression, d'éléments de répression sont plus importants. Voilà, je ne suis pas un doux rêveur. Je sais bien qu'on a aujourd'hui des jeunes qui sont violents, et d'ores et déjà, il y a des jeunes qui sont mis en prison, que personne ne croit que, contrairement à ce qui se dit, la justice est laxiste. Mais il faut aussi des moyens de prévention. Moi, je la vois, cette jeunesse. La droite juge le texte trop laxiste. Oui, mais la droite, vous savez bien souvent. Ça ne revient pas sur le fait qu'on ne peut pas faire de prison avant 13 ans. Oui, mais ça n'est pas remis en question. Non, je veux dire, ça ne remet pas en question les grands fondamentaux de l'ordonnance de 45. Il y a plus de possibilités de sanctions pour des jeunes, notamment de moins de 16 ans, autour de 16 ans, et moins de politiques de prévention. La mise en détention, quand même, est plus possible que ce qu'elle était avant. Et je dis attention à ce que cette pente qui consiste progressivement à considérer que nous n'avons pas affaire à un jeune en formation avec tous les défauts que ça peut avoir, mais un quasi-adulte. Moi, je pense qu'un mineur n'a pas sa place en prison, en vérité. Et là encore, je le dis sans, là encore, naïveté, parce que je suis un élu de quartier où on a des jeunes violents, mais j'observe aussi que souvent cette violence, elle va de pair avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la même discussion que tout à l'heure, la fermeture de services publics, il n'y a plus d'associations de terrain, etc. Donc attention à ce que nous ne fabriquions pas par des choix économiques une société violente. Le budget de la justice est vraiment en hausse pour 2021. Non, mais il était quasiment en situation de scandale. Je veux dire, nous, on a l'absence de magistrats. J'ai tout à fait les chiffres en tête, mais le tribunal de Bobigny est une situation absolument dramatique. Est-ce que vous savez, exemple tout bête, si vous êtes une femme, vous voulez divorcer, ça prend ce que je ne souhaite à personne, et je ne souhaite même pas de se marier, d'ailleurs, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est quelques mois à Paris, et c'est plus de 18 mois à Bobigny. Enfin, je veux dire, la justice en Seine-Saint-Denis, elle est dans un état d'atonie, et en particulier vis-à-vis de cette jeunesse qui pose problème. Donc, lui donner quelques moyens supplémentaires, vous savez, on peut avancer des chiffres, ça reste quand même une situation de grande tension. Merci Alexis Corbière d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Tam, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Parlement Hebdo.